Je vais inviter maintenant Monsieur David Gruson. Bon, pour ceux qui n'ont pas été là hier soir, je le représente. Il est fondateur d'Etikia, directeur du programme de santé Jouve, membre du comité de direction de la chaire santé et sciences publiques, auteur de 2 livres sur l'intelligence artificielle. Il a fait une brillante conférence hier soir et il va nous parler aujourd'hui de la digitalisation et nouveaux services numériques en santé. Comment mobiliser les gains d'efficience au service des patients. Un grand merci Robin, merci à tous les éminents orateurs qui se sont précédés, qui vous ont donné une version très concrète de la santé numérique, qui m'ont permis aussi, grâce au docteur Laroche, de réaliser que j'avais 0,06% de followers par rapport à Katy Perry, ce qui amène à relativiser assez considérablement mes mérites. Par rapport à l'intervention d'hier, je vais vous parler un peu plus concrètement de services numériques et de gains d'efficience concrets. Un petit brief sur le digital dans le champ sanitaire et médico-social pour vous dire qu'on a en France un retard structurel, serpent de mer du dossier médical partagé, avec la petite ironie québécoise qui est que les Québécois ont réussi à digitaliser, à mettre en place un dossier médical partagé sur tout le territoire national à partir d'une solution française qui était le dossier patient des hospices civils de Lyon. On a encore du papier à tous les étages dans le système. Les hôpitaux, les établissements de santé émettent chaque année plus de 200 millions de feuilles de papier pour la seule gestion de leurs dépenses et de leurs recettes. Christine, qui était une des porteuses fondatrices du développement de l'e-santé dans l'océan Indien en France, a montré le décalage avec ce déverrouillage tardif du modèle économique de la télémédecine. Et puis un très faible taux d'entrée en relation digitale, ce qu'on appelle l'onboarding, ce que vous faites quand vous faites l'expérience de réserver vos séjours avion plus hôtel à Maurice en ligne. Et ben on peut pas le faire dans le système de santé, ou plutôt on peut pas aussi bien le faire qu'ailleurs, puisque le taux d'onboarding digital atteint 90% en Europe du Nord, alors que nos champions nationaux n'atteignent même pas 30%. De la gouvernance éclatée, un sous-investissement dans le système, et puis évidemment les premières pénalisées par ce retard, c'était les personnes vulnérables. Ce sont les personnes vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées. Il y a des choses qui se passent, il y a un momentum. Le DMP est un serpent de mer qui sort de l'eau. Les chiffres sont à jour, plus de 8 millions d'assurés qui ont ouvert leur DMP. La vérité amène à dire que malgré cette relance dynamique du projet sous l'égide de la CNAM, il est encore assez pauvre en contenu, mais le DMP émerge comme un infocentre global, et à vrai dire, il ne peut pas ne pas réussir, parce que si on se plante encore cette fois-ci, on est tous morts comme système de santé. Il y a un programme qui s'engage, Open, qui prend la suite d'Hôpital Numérique, qui essaie d'ouvrir davantage les hôpitaux sur l'extérieur, avec son prolongement e-parcours pour, comme Christine a montré, pour essayer d'ouvrir l'hôpital sur la ville, des enveloppes régionales qui sont ventilées en plusieurs prérequis, en des domaines fonctionnels qui ancrent une entrée sur le déblocage de la préadmission en ligne, mais aussi la sécurisation de l'identité. Comment ça se passe, le digital en santé? En fait, vous avez une stratégie aussi de percussion, et là, comme ancien conseiller à Matignon, je dois faire œuvre de modestie pour vous dire qu'en fait, l'essentiel s'est passé en dehors de l'initiative des pouvoirs publics, avec Doctolib sur la gestion de l'agenda médical, Libéraux sur l'organisation du temps paramédical, ou l'IFUN sur les envois de comptes rendus médicaux en ville. Ça se passe par les startups, avec un revirement quand même, un changement de stratégie, la mise en place de ce Health Data Hub national, la plateforme nationale de données de santé, qui vise à permettre de dépasser la partition entre les données médico-administratives et les données cliniques, qui restent enfermées chez les professionnels libéraux dans les entrepôts de données des établissements de santé. Et puis il y a cet agenda qui est porté par Dominique Pont et puis Laura Letourneau, qui prévoit une transition numérique avec une bascule vers le data management en santé. Comment ça se passe, cette révolution du pilotage des données de santé? Pour avancer vers ça, en fait, finalement, il y a 3 étapes. D'abord la mine. Alors si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, il y a 2 étapes de mine. La première, c'est le Mordor. C'est celle où vraiment il ne faut pas y aller, sauf en cas d'extrême nécessité, et ça, c'est les archives hospitalières. Si vous allez un jour dans des archives hospitalières, surtout vous prévenez vos proches avant d'y aller, parce que c'est pas sûr qu'on vous retrouve. Et puis vous avez le cran du dessus, vous voyez, c'est l'étage un petit peu plus sympa, c'est la Moria, c'est là où il y a les nains dans le Seigneur des Anneaux, et ça, c'est l'univers de la VNA d'imagerie, des PDF et documents numériques en vrac. Donc c'est pour ça qu'il faut digitaliser, réduire tout ça à du zéro papier, et qualifier les données, préqualifier les choses. C'est ce qu'on fait avec le groupe Jouve, qui est un groupe français dont je dirige les activités santé, et puis
puis après, derrière, il faut valoriser sous forme de recherche, sous forme d'entraînement d'algorithmes, à la fois d'aide au diagnostic et d'aide au pilotage. Donc, IA de diagnostic, IA de pilotage. Comment est-ce qu'on peut avancer ? Pour digitaliser, il faut essayer de réduire le papier à zéro. Et là se pose une question qui est la question de la numérisation des archives. Donc on essaie de trouver des éléments de modèle économique, par exemple avec un armement initial qui permette de réduire le retour sur investissement ou la durée de retour sur investissement pour les hôpitaux qui sont soumis à des règles de gestion très courtes. Aujourd'hui, le coût brut de numérisation des archives d'un CHU, ça peut atteindre entre 8 et 10 millions d'euros. Pour vous donner un chiffre, c'est à mettre en perspective avec les coûts qui pèsent chaque année sur l'exploitation courante des hôpitaux. À La Réunion, dont je dirigeais le CHU, l'archivage externe nous coûtait à peu près 800 000 euros chaque année. Et donc vous voyez, c'est un ROI qui revient sur 8 ou 10 ans, ce qui est un ROI qui serait considéré comme très bon dans le secteur privé, mais dans le secteur public, vu la pression du court terme de nos autorités de tutelle, ce n'est pas un bon ROI. Donc du coup, il faut trouver des manières de faire, ramener le retour sur investissement à 5 ans, puis essayer de trouver des marges de valorisation des données au fil de l'avancement des programmes de numérisation. Donc numérisation, digitalisation, et puis l'autre élément, c'est le développement de l'onboarding digital. Donc là, on déploie avec Jouve, avec les équipes hospitalières en contexte public et privé, des preuves de concept d'onboarding digital pour essayer de donner du contenu à ces idées de parcours patient, les branchant sur les communautés professionnelles territoriales de santé libérales. Donc mis sous forme de schéma, en fait, ça donne ça, plus ou moins. Donc on traite avec un module initial, la préadmission en ligne, pour essayer d'arriver à finalement aborder cette double notion de l'identité, à la fois réalité d'identito-vigilance médicale, mais aussi identité administrative et financière. C'est souvent une des failles dans la gestion des établissements de santé, la mauvaise collecte de l'identité, la mauvaise collecte des documents administratifs et financiers en préprogrammé, mais aussi en urgence. Il y a beaucoup de pertes de données d'identité, mais aussi de données de sécurité sociale et de mutuelle lors de l'arrivée des patients en urgence. C'est pas la priorité de collecter l'identité aux urgences. La priorité, c'est de soigner. Donc la technique qu'on met en place à partir de l'IA de reconnaissance d'images, de reconnaissance de documents d'identité, c'est vous avez une tablette ou un appareil photo, un smartphone qui est mis entre les mains du soignant, qui va faire une photo du passeport, en même temps de la carte vitale et du document de mutuelle si le patient l'a, et ces éléments seront directement injectés sous forme de données structurées dans le système d'information de l'hôpital pour avoir une automatisation du processus de facturation. Vous voyez, le sens, c'est d'essayer d'avancer sur l'organisation du processus, de récupérer des ETP sur les fonctions admission, frais de séjour, traitement externe. Il peut y avoir dans les CHU jusqu'à 100-150 personnels sur ces fonctions-là, pour pouvoir mieux réorganiser les choses, faire en sorte que ces personnels-là, certains postes pourront être récupérés, d'autres postes pourront être requalifiés pour traiter des fonctions plus lourdes, se consacrer par exemple à l'accueil de patients étrangers, se consacrer par exemple à la vérification des conditions de 3 mois de séjour sur le territoire national pour les patients éligibles à l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, cette fonction-ci de vérification du séjour sur le territoire national est souvent déportée sur les assistants de services sociaux, et donc du coup avec des effets induits, parce que pendant que les assistantes sociales font ça, elles font pas leur travail d'aider à la prise en charge concrète des parcours de prise en charge des patients, avec un effet sur les durées moyennes de séjour. Donc c'est ça qu'on traite sous forme de POC à Valenciennes et à Lille. Un petit mot sur les impacts RH de cette transformation numérique, de cette transformation de l'IA. Donc je vous renvoie à une étude qui est accessible en ligne, qu'on a publié au mois de janvier avec l'Institut Montaigne sur les effets de l'automatisation et du déploiement de l'IA sur les ressources humaines en santé. En gros, jusqu'ici, le matériau d'études était très fragmentaire. Vous aviez des études à peu près dans tous les sens, certaines prédisant des destructions massives d'emplois, d'autres annonçant des créations de postes partout, des assistants de visite virtuels qui allaient se déployer dans chaque étage. En général, il fallait plutôt voir qui avait financé l'étude pour en prédéterminer le sens. Je vous renvoie néanmoins à un document un peu robuste qui avait été fait par France Stratégie, exactement au moment de la publication du rapport Villani. Ce qu'on montre dans l'étude de l'Institut Montaigne, à partir d'une méthodologie d'évaluation du potentiel d'automatisation tâche par tâche, que l'on a fait à partir d'une analyse de chaque activité, de chaque métier, du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, du répertoire des métiers de la santé. On a pris chaque étage, chaque tâche comme ça, pour essayer d'évaluer un potentiel d'automatisation. Par exemple, on considère qu'il y a 60% des tâches de secrétaire médical qui peuvent être automatisées en fonction de ce que l'on sait, de la techno disponible aujourd'hui ou de la techno anticipable à
3 ans. Ça donne 2 préjugés à relativiser. Le premier, il y a le mythe du radiologue espèce en voie de disparition. L'idée que l'IA ferait disparaître massivement des spécialités, en fait non. Il y a de l'incertitude technologique. Et puis aussi, il y a un autre phénomène qui est assez peu pris en compte, c'est que quand on analyse les effets pour une spécialité médicale, on ne prend pas en compte les effets pour la profession paramédicale adjacente. L'avenir du radiologue peut s'écrire très différemment, suivant que l'on étend ou pas le champ des délégations de compétences du manip radio. Et à vrai dire, c'est plutôt l'inverse qu'on observe. Il y a un shift du radiologue vers une activité plus interventionnelle et des outils robotiques qui se déploient pour remplacer certaines tâches exercées par les manips, comme l'aide au placement des patients sur les tables de scan. Donc en gros, sur les fonctions médicales et soignantes, on conclut qu'on ne peut pas conclure. En revanche, sur les fonctions de back-office, support administratif, logistique, médico-technique, là les marges sont importantes. Fourchette basse 40 000 ETP, fourchette haute 80 000 ETP potentiellement automatisables. Ça paraît beaucoup, c'est beaucoup. Mais ça concerne à aucun moment la relation avec les patients. Et c'est 500 millions en fourchette basse, 1 milliard d'euros en fourchette haute de masse salariale récupérable en année pleine pour financer l'innovation thérapeutique et faire gagner du temps médical et soignant. Et puis il y a un deuxième préjugé qu'on a relativisé, c'est l'idée que l'IA concernerait d'abord les établissements innovants. C'est vrai pour Strasbourg, ce qui vous a été présenté juste à l'instant dans la chirurgie, mais il faut bien relativiser, bien montrer, et là il y avait dans le propos d'Atul aussi un peu cette notion-là, que la transformation numérique est plus globale. Et elle intègre aussi ce qu'on pourrait appeler une forme de prêt-à-porter de l'IA, c'est-à-dire que ce que visent à développer les GAFAM et les BATX, c'est d'abord de l'IA qui ne sera pas de l'IA d'excellence, mais de l'IA qui visera à répondre de manière satisfaisante à des besoins de santé courants. Et ça visera les pays en développement, mais ça visera aussi les territoires des pays développés qui sont en pénurie de ressources médicales. Donc l'IA se développera peut-être d'abord dans les établissements pas innovants. Voilà, merci de votre attention dans le respect du timing. Comme j'ai 1 minute 15, 1 minute 12 de mon temps encore, peut-être le dernier message, vous avez compris de tout ça, de cette transformation numérique, et que je partage complètement avec les orateurs précédents. Il ne faut pas refuser l'innovation, il ne faut pas refuser la transformation numérique, il faut s'y ouvrir, et en s'y ouvrant, il faut maîtriser les enjeux éthiques, et dans ces enjeux éthiques, j'y intègre les enjeux RH, autour de la notion de responsabilité sociale d'entreprise digitale. La norme ISO 26000 applicable à la RSE, que l'on connaît bien pour l'écologie maintenant, peut intégrer aussi l'idée que c'est un engagement de responsabilité durable des dirigeants du secteur sanitaire que d'accompagner la transformation des professionnels hospitaliers à l'automatisation par des efforts de formation, de gestion provisionnelle, d'emploi et de compétences. Merci de votre attention. Merci beaucoup David. Des questions de la salle? Tu as parlé effectivement de l'IA, notamment dans les structures innovantes. Effectivement, on voit peut-être cela peut-être en Afrique, par exemple, où déjà le téléphone n'est pas passé par le filaire, on est passé directement au smartphone. Donc, c'est la e-santé d'emblée. C'est des voies de développement pour l'avenir. Ce serait peut-être également le champ peut-être d'expérimentation, en sachant qu'il y a un problème de coût également d'économie quelque part aussi. Oui, dans les pays en développement, l'innovation numérique fait des sauts de cabri, c'est-à-dire qu'elle ne repasse pas par toutes les étapes préalables. On est capable d'aller plus vite que dans nos pays. Alors après, il faut bien mesurer, pour faire le lien avec l'intervention d'hier sur la garantie humaine de l'IA, c'est que du coup, ça génère aussi cette diffusion large de l'automatisation et du numérique dans les pays en développement, une zone de ressources pour la médecine française, la médecine d'excellence de la garantie humaine, avec l'idée de développer une télé-expertise, c'est ce que Christine évoquait tout à l'heure, de garantie humaine algorithmique. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans des pays où l'automatisation sera très largement diffusée, où le diagnostic algorithmique deviendra le droit commun, un besoin de deuxième avis humain. Et donc il y a un créneau qui peut être trouvé pour la médecine européenne, qui est d'occuper ce positionnement du deuxième avis de réassurance. Un petit clin d'œil en saluant Emmanuel Adin qui était hors de mon champ de vision, sur le back-office pour saluer ce que tu fais. C'est je pense, un bon exemple de ce qu'on peut essayer de porter dans la transformation digitale du système de santé. C'est-à-dire joindre du back-office à des fonctions médicales et soit automatisées, voire offshorisées, à des fonctions médicales soignantes qui restent profondément marquées de garantie humaine et d'excellence médicale française européenne. Alors il faut faire attention à la délégation de tâches, parce que les personnes à qui on délègue une tâche
ils veulent immédiatement après le transfert de compétences. C'est ce qui se passe actuellement avec les techniciens en radiologie. On leur délègue une tâche pour faire des ultrasons. Au bout de 6 mois, ils sont autonomes, on ne voit plus 2 médecins. Demain, les centres d'échographie que par les techniciens, ça va ouvrir, c'est acté, Conseil de l'ordre notamment, je fais partie de ces commissions. Et quand vous donnez ça, ils veulent ça. Et ça, c'est très dangereux. Oui. Et, oui. Oui, vous avez raison, il faut maîtriser le processus de la même manière. Tout ce qui est automatisable ne doit pas nécessairement être automatisé. Je prends un exemple. Vous voyez la méthodologie de calcul du potentiel d'automatisation. On l'a appliqué, qui était issu du secteur santé, on l'a appliqué dans un autre domaine avec des avocats. Donc on a réuni un groupe d'avocats avec Etikia, ils étaient une trentaine, et on leur a dit c'est quoi vos tâches. Donc ils ont listé comme ça 13 tâches des avocats. Ils considèrent que 70% d'entre elles peuvent être automatisées, notamment la préparation de mémoire en défense pour le traitement de cas juridiques simples. Donc c'est automatisable, mais c'est pas parce que c'est automatisable que ça doit être automatisé. Et remarque des jeunes avocats en disant oui, mais si on automatise tout le traitement des cas simples, comment on acquérera l'expérience pour aborder demain les cas plus compliqués. Et je pense que cette remarque-là, elle est aussi transposable au champ de la médecine. Il y a à préserver des méthodologies d'apprentissage sur cas simples. Ce n'est pas parce qu'ils sont automatisés dans la plus grande majorité des situations qu'il ne faut pas s'y former et préserver la mémoire, le souvenir d'une expertise humaine et de garanties humaines sur ces questions. Alors il y a une autre IA dont vous n'avez pas parlé, ce n'est pas une boutade. Vous parlez de l'intelligence artificielle. L'autre IA que nous on prescrit, c'est l'intelligence animale. J'ai fait adopter cette année 10 chiens par des artéritiques. Ça augmente le périmètre de marche et ça a été démontré dans des grandes revues internationales que le fait d'avoir un chien, on diminue le risque cardiovasculaire de 30%. C'est vrai. Deuxième point. Non, c'est pour la marche. La deuxième chose, il y a les chiens qui font le diagnostic des cancers de la prostate. Ça marche très bien. Donc pensez à la IA bis. Alors, et peut-être si Robin m'autorise un écho à cette question-là, le parallèle que fait Jean-Pierre est porteur de sens médical, il est aussi porteur de sens juridique, vu de mon spectre. Il y a une loi de 2015 qui a donné un nouveau statut juridique aux animaux en France, qui sont des êtres doués de sensibilité. Et en fait, en faisant cette loi, c'était sous la présidence de François Hollande, ils ont fait un truc sans forcément s'en apercevoir, c'est qu'ils ont identifié une catégorie juridique qui est quelque part entre les personnes et les biens. Jusqu'à présent, les animaux étaient rangés dans la catégorie des biens, ils en ont été sortis, ce sont des êtres dotés d'une certaine sensibilité. Réfléchissez-y, cette catégorie-là, c'est sans doute celle dans laquelle on classera l'intelligence artificielle dans quelques années. Un être doué de sensibilité, qui n'est pas une personne, qui n'est plus un bien. Merci. On va passer. Merci David. Merci pour ce brillant exposé.